We're going to get started. I will start off with sharing a land acknowledgement. Welcome to this presentation today. We acknowledge, or we are currently situated on the traditional and treaty territory of the Mississaugas, which is located in Ajax, Pickering. More specifically, the Mississaugas of Scugog Island, First Nation, signatories of the Gunshot Treaty of 1788 and the Williams Treaty of 1923. This land is and will continue to be home to the Indigenous people, and so we acknowledge today our role in reconciliation and in allyship with the Indigenous people. It's important for us to also speak to the impact of anti-Black racism and the importance for us to work together towards addressing anti-Black racism that shows up in schools, in police, in child welfare, and the very facets of our everyday life. Today's presentation will be conducted in French, and the purpose of us meeting is to be able to share parenting information from a lens of the Black identity and Black experience, as well as the newcomer experience when they arrive to Canada and what that experience of mental health looks like within the family. Thank you so much for joining us. This will hopefully be an interactive presentation, so we invite you to use the chat, the Q&A, and to share your thoughts throughout. Thank you so much, and I will introduce our speaker for today. Bonjour. Alors, bonjour, moi je m'appelle Judith Excellent, puis je suis une travailleuse sociale et je suis aussi une psychométricienne pour la compagnie Vrai Health and Wellness. Puis c'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour vous parler de notre communauté, comment aider nos enfants à mieux répondre à leurs besoins de santé mentale, à se sentir très bien dans la communauté et à se sentir à l'aise de poser des questions puis d'aller chercher de l'aide. Puis je voulais aussi prendre ce temps pour remercier la compagnie Kajunga Wellness Project de me donner l'opportunité de venir vous parler ce soir. Alors, je vais juste présenter mon PowerPoint. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, c'est la présentation Briser le silence. Alors, comprendre et soutenir la santé mentale des enfants dans la communauté afro-caribéenne. Alors, plusieurs fois, dans mon travail avec les jeunes, les adultes et tout cela, on remarque souvent que la communauté noire a beaucoup de difficultés d'aller trouver de l'aide, à chercher de l'aide, à cause que nous avons peur qu'on ne va pas nous comprendre, on ne va pas répondre à nos besoins. Alors, comme Nicole a proposé, c'est une présentation interactive où j'aimerais entendre vos commentaires, vos questions, etc. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes tous ici pour apprendre. Alors, comme je vous ai dit, je suis Judith Excellent, puis ça fait environ 25 ans que je travaille dans ce domaine de santé mentale. Alors, j'ai déjà travaillé dans comme l'aide à l'enfance, dans les centres communautaires, dans les écoles, puis je fais la pratique privée. Puis j'ai une citation ici qui est très importante pour moi, qui décrit exactement ce qu'on vient faire aujourd'hui. Alors, au cœur des défis liés à la santé mentale des enfants afro-caribéens, se dessine l'urgence de briser les tabous irrités où les parents tiraillés entre inquiétude et courage apprennent à écouter les murmures de l'âme, tandis que la communauté doit dépasser les silences complices pour embrasser une solidarité sans réserve. En lisant ceci, pour moi, ça me dit qu'on doit se mettre ensemble. Alors, l'union fait la force, où on se met ensemble, puis on essaie de démontrer que nous, la communauté noire, nous sommes présents, nous avons des choses à dire, puis nous avons une voix pour changer ce système de santé mentale pour qu'on se sente confortable et pour qu'on réponde à nos besoins.
Alors, l'agenda de ce soir, puis ça peut changer dépendant de vos questions et vos commentaires, c'est comprendre les défis spécifiques dans la communauté afro-caribéenne. Alors, les effets du racisme, la discrimination, les attentes familiales et les défis économiques que nous vivons. Apprendre à avoir des conversations ouvertes, honnêtes avec les enfants sur la santé mentale. Sensibiliser les parents à l'importance de la santé mentale pour le développement de leurs enfants. Alors, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà hésité à parler de la santé mentale avec votre enfant et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? D'accord, on continue. C'est très important de savoir la différence entre santé mentale et trouble mental. Donc, la santé mentale, c'est plutôt un état de bien-être où on se sent bien. Alors, on se sent qu'on est capable de gérer notre stress, on se sent physiquement bien, on se sent mentalement bien, même si on a des petits soucis. Par contre, le trouble mental, c'est plutôt la pathologie médicale. C'est plutôt la diagnostic que le médecin nous donne. Comme par exemple, on peut être diagnostiqué avec la santé mentale de dépression majeure ou d'anxiété ou TDAH. Alors, il y a vraiment une grande différence entre santé mentale et trouble mental. Et plusieurs personnes croient que quand on dit que ton enfant ou même toi-même, vous souffrez d'un trouble mental, que ça veut dire que c'est la fin du monde. Mais mes amis, c'est pas la fin du monde, c'est juste une petite partie de vous. Puis pour moi, ça démontre aussi une résilience, que vous êtes capable de gérer des choses différemment et de vous soutenir et trouver des soutiens de façon que peut-être quelqu'un qui ne souffre pas de cette pathologie n'ont pas. Alors, dans notre communauté, c'est vraiment un sujet tabou, la santé mentale, et on ne se permet pas d'en parler souvent. Alors, j'ai pris ceci dans un projet d'un jeune noir de Hamilton qui explique sa façon de voir la santé mentale. Puis, il nous dit, en lisant cette citation, que parfois on a la difficulté à nous exprimer comme communauté noire. On a vraiment peur d'être jugé. Puis, avec nos ancêtres, puis le racisme qu'on a vécu, puis l'esclavage, qu'on est un peu réticent à aller chercher de l'aide. Alors, j'aimerais vous montrer cette petite vidéo, puis après, on pourrait avoir une discussion ensemble. D'accord, alors je veux pas que vous soyez timide, mais j'aimerais savoir, quand on vous parle de la santé mentale, est-ce que l'idée de l'échec euh, vient vous chercher? Alors, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez, vous pouvez partager vos idées. Alors, pour moi, l'idée de l'échec, comme parent, ça vient me chercher. Et la raison pourquoi je vous dis ceci, c'est parce que comme parents, on veut bien soutenir nos enfants, on veut bien répondre à leurs besoins, on veut pas qu'ils souffrent. Puis, quand on voit nos enfants souffrir, quand nos enfants sont diagnostiqués avec un problème de santé mentale,
on le prend personnel, comme si on n'a pas bien élevé nos enfants, comme si on leur a pas bien encadrés, on leur a pas donné assez d'amour, on leur a pas, chuchoté des mots d'encouragement. Mais en réalité, nous sommes juste des humains, puis on fait ce qu'on peut pour aider nos enfants. Alors, c'est pas vraiment comme un échec, c'est juste que peut-être nous n'avons pas le soutien, la réponse ou les ressources à aider notre enfant. Alors, c'est jamais comme un échec comme parent, c'est plutôt euh, un soutien qu'on apporte à nos enfants. Puis c'est correct de dire à nos enfants, on vous entend, on comprend ce que tu vis, puis on va aller chercher de l'aide parce que maman et papa, grand-maman, tante, on n'a pas toutes les réponses. Alors c'est très important, surtout comme immigrants venant de différents pays, comme noirs, on a toujours l'aspect dans notre tête qu'on va être rejeté parce que parfois dans la communauté, on nous voit comme des gens qui sont rejetés, des gens qui n'ont pas d'éducation, des gens qui ne savent pas comment élever leurs enfants. Alors pour nous, le mot échec, c'est quelque chose de très grand, très puissant. Mais en réalité, c'est quelque chose de très petit. Quand nous sommes là pour nos enfants, notre devoir, c'est toujours de leur répondre, de leur encadrer, puis on fait de notre mieux. Alors, comprendre les obstacles et trouver des solutions adaptées. Quelle est la perception de la santé mentale dans la communauté afro-caribéenne? Alors, je vous demande de réfléchir un peu à cette question, puis vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez parler à haute voix, de me dire quelle est la perception de la santé mentale dans la communauté afro-caribéenne. Alors, pour moi, dans le travail que je fais depuis 25 ans, et puis, dans ma famille, la perception pour moi de la santé mentale que je vois dans la communauté afro-caribéenne, c'est que les gens ont peur. Les gens ont une connotation, une définition de la santé mentale qui est plutôt négative que positive. Alors, les gens pensent qu'une fois que tu dis que tu souffres de santé mentale, que ton enfant souffre de santé mentale, que ton enfant va être étiqueté, surtout à l'école, dans la communauté, que ça va apparaître comme c'est un échec, que vous n'êtes pas des bons parents, ou qu'on va vous dire que vous êtes fou, que vous n'êtes pas éduqué. Mais en réalité, tout le monde peut souffrir de la santé mentale, n'importe quelle race, n'importe quel âge. Alors, on va continuer. Alors, il y a une stigmatisation à la santé mentale selon laquelle tu ne peux pas avoir de santé mentale et les Noirs ne devraient pas avoir de santé mentale. Et si vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, vous devrez agir comme si ce n'était rien. Vous devez prendre sur vous et continuer. Alors, ceci, je comprends vraiment, j'aime vraiment cette citation parce que ça parle vraiment de notre opinion de la santé mentale comme membre de la communauté noire. Que on nous a grandi avec la notion qu'il faut être résilient, qu'il faut être meilleur que les autres parce qu'on nous rabaisse, on nous voit d'une certaine façon et qu'il faut agir d'une certaine façon qui nous montre un peu supérieur que les autres. Et qu'une fois qu'on souffre de santé mentale, on va juste continuer à nous rabaisser, puis on va nous stigmatiser, puis on va mettre des étiquettes sur nous. Alors, plusieurs d'entre nous, nous avons grandi avec le fait que même si tu as des symptômes de dépression, des symptômes d'anxiété, qu'il faut le cacher, il ne faut pas le dire à personne parce que si tu le dis à quelqu'un, on va penser que tu es fou, on va te critiquer. Puis dans mon travail, ce que j'ai remarqué en travaillant avec plusieurs enfants de la communauté noire, c'est que les parents se blâment énormément et que les parents ont peur et que parfois les parents ne veulent pas écouter leurs enfants à cause que s'ils écoutent, ça va leur apporter des idées négatives de leur propre vie, de leur propre vécu, et qu'ils ne vont pas savoir comment gérer les sentiments de leur enfant. Alors, c'est très important d'avoir un esprit ouvert contre la santé mentale et de comprendre pourquoi nous avons cette idée négative de la santé mentale qui monte jusqu'à l'esclavage. Alors, la perception que j'ai remarquée dans la santé mentale de la communauté afro-caribéenne, c'est plutôt on pense que la santé mentale est une faiblesse. Alors, avec nos croyances et nos tabous,
comme on pense que la santé mentale n'existe pas dans la communauté noire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais mes parents viennent d'Haïti. Puis en Haïti, on ne parlait pas vraiment de santé mentale. Puis quand on voyait quelqu'un qui souffrait de dépression, d'anxiété, on disait simplement que oh, la personne est fou, oh, la personne doit aller à l'église, la personne doit prier. Ne parle pas avec cette personne parce qu'on ne sait jamais si cette personne va invoquer leurs propres symptômes sur nous. Alors, il faut essayer de changer notre mentalité sur la perception de la santé mentale pour mieux outiller nos enfants et leur aider. Parce que je vous dis, dans mon travail de 25 ans, la majorité des jeunes que j'ai vus qui souffrent de dépression et d'anxiété sont des enfants noirs qui ont des idées suicidaires. Puis ils me disent tous qu'ils ont peur d'en parler avec leurs parents parce que leurs parents ne comprennent pas et n'acceptent pas qu'ils vivent ces symptômes. Puis aussi, dans la communauté noire, on remarque aussi que on ne parle pas vraiment de santé mentale hors de la famille parce qu'on a peur qu'on soit jugé. Alors, c'est comme, on dit toujours, garde tes problèmes à l'intérieur parce que si tu vas le dire à la communauté, tout le monde va savoir, tantine va appeler oncle, oncle va appeler grand-mère, grand-mère va appeler maman en Haïti, maman va appeler sa sœur. Alors, alors, nous avons toujours cette idée de garder nos problèmes à la maison. Mais ce qu'on ne remarque pas, c'est quand on en parle, peut-être on va remarquer que d'autres personnes dans notre famille souffrent de la même façon que nous souffrons et que peut-être d'autres personnes dans notre famille peuvent nous aider, nous outiller avec nos enfants, puis nous-mêmes avec notre propre santé mentale. Puis il y a aussi avec la communauté afro-caribéenne, nous avons une méfiance historique envers le système médical. Parce que plusieurs choses se sont passées depuis le début de l'esclavage où les Noirs ont subi des expériences, des maltraitances énormes qui nous ont causé beaucoup de peine et beaucoup de douleur. Et aussi, pour nous, les Afro-Caribéennes, le rôle de la spiritualité, religion, vient jouer. Alors, la prière versus aide professionnelle. Alors, plusieurs personnes croient que si on prie, que le problème de santé mentale va disparaître. Et je suis d'accord avec vous, je suis croyante, puis je crois à la prière aussi, puis c'est très important de croire dans quelque chose, même si ce n'est pas la prière. Mais ce que plusieurs personnes dans notre culture ne comprennent pas, la prière va être là, mais il faut aussi trouver de l'aide professionnelle pour que les deux travaillent ensemble pour aider l'enfant. Alors, prier suffit à guérir. C'est ça que nous, la communauté noire, on dit souvent, mais on oublie parfois que nous avons besoin de l'aide à l'extérieur. Puis il ne faut pas être timide, il ne faut pas avoir honte d'aller chercher cette aide. Parce que nous avons tellement d'aide dans la communauté que vous allez voir que avoir un trouble de santé mentale, c'est normal avec tout le stress que nous vivons dans notre communauté, tout le stress que nos enfants vivent dans la communauté, c'est normal que nous avons des petits symptômes d'anxiété et de dépression. Puis c'est normal d'aller chercher de l'aide. Il y a aussi les impacts des stéréotypes. Alors, nous avons peur des stéréotypes. Déjà, on nous dit que les Noirs parfois sont plus faibles, les Noirs ne sont pas éduqués, les Noirs sont colériques. Alors, on a peur si on démontre des symptômes, on dit que nos enfants souffrent de santé mentale, qu'on va dire, ben, ah ben, on t'a dit que les Noirs sont comme ça, alors que ça va jouer dans les stéréotypes de la société. Il y a aussi la réaction parentale face aux besoins des enfants. Puis ce point, c'est très important. Puis ça, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous parler de la santé mentale dans notre communauté afro-caribéenne. Nous, les parents, parfois on a peur. On a peur de répondre aux besoins de santé mentale de nos enfants. On réagit de façon qui est parfois inappropriée, mais ça vient d'un côté de la peur. Par exemple, je vais vous parler de mon vécu. Quand j'étais jeune adolescente, moi, j'ai commencé à développer des symptômes d'anxiété. Donc, j'avais peur parfois de prendre l'autobus toute seule. Chaque fois qu'on avait un examen, une évaluation, mon cœur battait vite. Puis c'est comme, j'arrivais pas à lire qu'est-ce qui était écrit sur mon papier. Je pouvais pas dormir, je pouvais pas manger. Une fois qu'on a été voir le médecin, puis le médecin a expliqué à mes parents, qui sont des immigrants d'Haïti, que je démontrais des symptômes d'anxiété, puis
qu'il fallait peut-être aller consulter avec un psychiatre, un psychologue. Quand j'ai été diagnostiquée avec l'anxiété, oh, ma mère a fait une crise. Ma mère a commencé à pleurer dans le bureau. Ma mère a commencé à dire: «Oh Seigneur, pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai pas bien pris soin de mon enfant». Puis mon père, lui, il comprenait parce que mon père a travaillé dans ce genre de communauté. Il était enseignant dans une école, alors il travaillait beaucoup avec la communauté afro-caribéenne. Puis aussi, il travaillait beaucoup avec les nouveaux arrivants, d'Haïti, de l'Afrique. Puis une fois que ma mère a commencé à poser toutes ces questions au médecin, le médecin lui a dit: «Madame, vous n'avez rien fait de mal. C'est normal. L'enfant vit beaucoup de soucis, puis l'enfant doit juste apprendre à gérer ses émotions. Puis il faut aider votre enfant, il faut soutenir votre enfant». Et ça, c'est pourquoi j'ai choisi l'image où c'est deux mains qui se tiennent. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes vous êtes la personne la plus importante dans la vie de votre enfant. Puis si tu ne réagis pas de façon appropriée, mais votre enfant va pas venir vers vous. Votre enfant va venir vers quelqu'un d'autre. Puis je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai 2 garçons, puis moi, je veux qu'ils viennent vers moi. Parce que à la fin de la journée, moi, je veux être là pour mes enfants. Alors c'est très, très important d'observer votre réaction envers vos enfants. Alors nous, la communauté noire, on nous apprend toujours d'être résilients et parfois de faire le silence. Puis j'aimerais vous parler un peu de cela, d'où ça vient. Alors, la souffrance est normale, il faut l'endurer, on le sait. Alors, cette culture de résilience et de souffrance, ça vient de l'héritage de l'esclavage, de la colonisation. Alors, la résistance à la douleur est glorifiée. Si on dit, ben, nos ancêtres ont vécu ceci, alors nous, on est capable de vivre ceci, nos parents ont vécu ceci, alors nous, nous sommes capables de vivre ceci. Mais allons se rappeler que nos ancêtres, ils étaient nés d'une autre année, une autre génération. Puis nous, nous sommes nés dans une génération où nous avons la technologie, les finances sont extrêmes, nous avons eu la pandémie, puis nous sommes au Canada, alors les pensées sont un peu différentes. Alors oui, nous avons la douleur, mais il faut essayer de la gérer. Puis c'est correct de ne pas faire le silence. C'est correct de démontrer que nous avons la douleur. Puis nos enfants, ils ont besoin de savoir aussi que nous souffrons parce que nos enfants doivent devenir résilients et nous sommes leur modèle. Alors s'ils nous voient que nous sommes capables de gérer notre stress, gérer notre douleur, eux aussi seront capables parce qu'il faut être des modèles positifs. Alors les conséquences de faire le silence, ben, ça peut nous causer d'avoir des problèmes de santé mentaux, alors de troubles mentaux, comme des symptômes de dépression, d'anxiété. Puis la conséquence avec nous, en disant soit silencieux, soit résilient, c'est qu'on minimise ces symptômes et quand on les minimise chez nos enfants, ça s'empire. La dépression, l'anxiété va augmenter. Puis je le vois chaque jour dans mon travail. Il y a aussi le stéréotype le mythe que les Noirs ne font pas de dépression. Mais on fait une dépression aussi. La dépression, on pense que c'est juste la maladie des Blancs ou c'est un signe de faiblesse. Mais ce n'est pas vrai. C'est la maladie de tout le monde. Tu peux être jaune, rouge, noir, blanc. N'importe qui peut souffrir de dépression. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que j'ai besoin d'aide. Et juste parce que tu démontres des symptômes de dépression, ton enfant démontre des symptômes de dépression, ça ne veut pas dire que ton enfant va être dépressif pour toute leur vie. Ça veut juste simplement dire, mon enfant est déprimé maintenant, puis je dois aider mon enfant à survaincre ceci, à l'outiller, à l'aider, puis à comprendre pourquoi mon enfant vit cette dépression. Alors, comme j'ai dit, la réalité, c'est que les Noirs souffrent autant de troubles mentaux, mais les expriment différemment. Euh, Ce que j'ai remarqué, comme je vous ai dit dans mon travail, c'est quand les Noirs, on souffre de dépression, d'anxiété, je remarque que c'est très difficile pour nous à l'exprimer, qu'on l'exprime souvent en colère. Puis on a des symptômes où on ne peut pas dormir, des symptômes où on mange, on mange, on mange, des symptômes où peut-être on va dire certaines choses qui vont blesser les autres. Alors c'est très important qu'on soit ouvert à utiliser nos mots pour nous exprimer et pas de le garder à l'intérieur. Je dis toujours aux enfants,
Vous gardez votre souffrance à l'intérieur, mais c'est en train de vous pourrir à l'intérieur de votre corps. Puis, arrivé à un temps, votre corps va plus supporter toute cette souffrance. Vous allez éclater. Puis vous allez avoir la difficulté à vivre, vous allez avoir la difficulté à bien comprendre à l'école, puis la difficulté à vous faire des amis, la difficulté à vivre dans la communauté de la société, puis la communauté à la maison. Puis aussi dans la communauté noire, pour la culture de résilience et du silence, on a toujours honte de parler de nos problèmes. On ne lave pas nos linges sales en public. La peur nuit à la réputation de la famille. Alors, c'est très important d'assurer que nos enfants ont un système, une ouverture chez vous, où ils sont capables de parler de leurs peurs sans jugement. Parce que parfois, même comme moi, je suis parent de 2 personnes, 2 garçons, puis je travaille à temps plein. Je fais du bénévolat, j'ai une clinique privée, puis parfois je suis fatiguée quand j'arrive à la maison. Puis quand mes enfants me parlent de leurs peurs, parfois je dois avouer, je crie. Mais ce que je remarque, c'est quand je crie, puis je remarque que c'est à cause que je suis fatiguée, je m'excuse envers mes enfants. Parce que c'est très important qu'ils comprennent que maman aussi a des soucis, maman aussi peut-être des symptômes de dépression, d'anxiété, que maman aussi est stressée, mais que maman sait comment s'excuser, puis maman sait comment t'écouter. Alors, avoir cette communication ouverte avec vos enfants sur les troubles mentaux, la santé mentale, c'est très important. Puis, une des choses aussi que la communauté noire qu'on a, c'est on a une grande méfiance envers le système médical qui monte depuis des générations et des générations. Par exemple, nous avons eu des expériences historiques traumatisantes, comme l'expérience de Tusenki en 1932 jusqu'à 1972, où il y a eu beaucoup d'expérimentations médicales abusives sur des hommes noirs. Alors, je crois que il y avait des hommes noirs qui souffraient du syphilis. Et puis, les médecins ont dit, ben, on va vous aider, on a des médicaments, etc. Et puis, en réalité, ils n'avaient pas de médicaments. Ces médecins voulaient juste voir les étapes de cette maladie. Alors, ils ont menti aux hommes noirs en leur disant que ne vous inquiétez pas, on va vous guérir. Mais en réalité, c'était juste des expériences pour voir les étapes de la souffrance, les étapes de cette maladie. Alors, il y a plusieurs expériences qui se sont faites comme ceci dans notre monde qui nous rend méfiants du système médical. Et ça, c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas aller voir un médecin, qui n'aiment pas parler de leurs soucis, qui n'aiment pas aller en thérapie. Mais en réalité, c'est mieux d'aller voir le médecin, d'aller en thérapie pour vous aider à répondre à vos besoins. Il y a aussi les diagnostics racistes. Parfois, les Noirs sont plus souvent diagnostiqués à tort de schizophrénie que les Blancs pour les mêmes symptômes. Puis ce que j'ai appris, c'est que plusieurs fois dans le passé, puis peut-être même maintenant, il y a eu des cliniciens qui interprétaient différemment les symptômes selon l'origine ethnique. Alors, parfois, ils voyaient les Noirs qui venaient avec des symptômes de dépression, qui criaient, qui pleuraient fort, qui déparlaient, et puis pour eux, ils disaient, ça c'est la schizophrénie, mais ne remarquaient pas que non, ça faisait partie de la culture, que parfois, nous les Noirs, dans certaines régions, c'est comme ça qu'on s'exprime. Alors, ceci nous a fait méfiants au système médical parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre notre origine, ils ne sont pas capables de comprendre notre ethnicité. Il y a aussi un manque de représentation euh, des Noirs chez les thérapeutes. Alors, il y a peu de psychologues noirs. Alors, on a vraiment la difficulté parfois de trouver un professionnel qui comprend les réalités culturelles, qui comprend notre vécu. Parce que quelqu'un qui vient d'Haïti peut être différent de quelqu'un qui vient du Congo. Alors, parfois, on cherche un psychologue de notre culture qui va parler notre langue, premièrement, parce que la langue, c'est très important aussi. Parfois, on a la difficulté à comprendre la langue anglaise ou même les termes médicaux en anglais et en français. Alors, on aimerait trouver quelqu'un qui comprend notre culture et qui parle notre culture pour nous expliquer ce qui se passe avec nos enfants. Alors, ça, c'est vraiment une difficulté que nous, on a
avec notre culture puis notre crainte d'aller trouver de l'aide. Il y a aussi la crainte d'être incompris ou jugé par des thérapeutes noirs, qui ne sont pas noirs. Alors, on a peur qu'ils vont nous juger par rapport à notre culture, par rapport à notre compréhension, parce qu'il y a plusieurs communautés noires que le mot santé mentale n'existe pas, qu'on n'a même pas le mot qui exprime santé mentale. Alors, c'est très dur d'aller parler avec un médecin pour dire, ben, mon enfant ne dort pas, mon enfant ronge ses ongles, mon enfant mange ses cheveux, mon enfant mange sa bouche, mon enfant se coupe, mon enfant a des crises le soir et ne peut pas dormir le soir. Alors, parfois, on n'a pas les mots à s'exprimer. Puis, on s'inquiète que on va être jugé, puis que notre enfant va être jugé, puis avoir une étiquette pour le reste de sa vie. Il y a aussi la différence entre les générations et diaspora. Comme par exemple, je parle de moi-même, je suis première génération née au Canada et mes parents sont nés en Haïti, comme je vous dis. Et parfois, ils ont une compréhension différente que la mienne. Alors, peut-être pour moi, qui est né ici au Canada, je comprends un peu plus que c'est important de répondre aux besoins des enfants par rapport à leur santé mentale, d'aller voir le médecin. Une des premières questions que moi je pose à mes clients, c'est est-ce que vous avez emmené votre enfant chez le médecin? Parce que le médecin peut faire des tests, des prises de sang, parler avec votre enfant, peut vous donner des outils. Tandis que peut-être des parents immigrants vont penser, ben, on peut faire un thé, puis l'enfant va se calmer, ou l'enfant fait des crises parce que je ne lui ai pas donné son jouet, ou parce que l'enfant est fatigué. Alors peut-être parfois on a de différentes conceptions, compréhensions, dépendant de notre génération, dépendant de notre vécu. Alors, les conflits intergénérationnels. Alors, les parents immigrés peuvent considérer la dépression comme un problème de pays riches. Alors, il y a beaucoup de personnes, quand je leur parle, et je parle encore de la communauté noire, ils disent, ben, nous, on ne connaît pas ça, la dépression. Nous, on ne voit pas ça. C'est juste ici, au Canada, qu'on pense que la dépression existe parce que les enfants ont tout. Ils ont les iPads, ils ont les cellulaires, ils ont l'argent, les parents leur donnent l'argent, ils peuvent parler de la façon, ils ont beaucoup de pouvoir. Alors, parfois, les parents immigrants ont la difficulté de comprendre que les enfants souffrent aussi. Il y a aussi les jeunes nés en Occident. Alors, ils sont plus ouverts à la thérapie, mais confrontés au rejet familial. Encore une fois, je ne peux pas vous dire combien de fois les enfants viennent me dire que eux, ils veulent de l'aide, eux, ils veulent prendre des médicaments, eux, ils veulent aller en thérapie, mais ils ont peur de le dire à leurs parents ou ils le disent à leurs parents, puis leurs parents sont pas ouverts du tout à accepter que peut-être leurs enfants ont un trouble de mentaux. Alors, c'est comme, et ça cause des conflits dans la famille, puis en plus de ça, ça aggrave la situation parce que l'enfant préfère cacher, garder des secrets au lieu d'être honnête avec les parents. Parce que comme je vous répète encore une fois, vous les parents, vous êtes les plus importants dans la vie de votre enfant. Vous êtes leurs alliés, puis c'est à vous de leur aider. Il y a aussi la masculinité et la santé mentale. Alors, souvent, on dit les hommes noirs doivent être forts, les hommes noirs sont moins inclins à demander de l'aide. Puis, ce qu'on remarque avec les études, c'est que le suicide est hausse chez les jeunes noirs. Parce que les garçons noirs sont appris dès un jeune âge, vous ne pouvez pas pleurer, vous devrez être résilient, vous devrez être fort, vous ne pouvez pas montrer vos émotions. Alors, ils sont nés comme cela. Alors, dès qu'ils commencent à avoir des symptômes de troubles de santé mentaux, ils ont la difficulté à s'exprimer parce qu'ils se disent, ben, je suis un homme, je ne devrais pas être comme cela, je ne peux pas être faible. Parce que si je suis faible, mes parents vont me voir de cette façon, mes amis vont me voir de cette façon, puis peut-être je vais être jugée et peut-être je vais être intimidée. Mais vous savez quoi, les amis? Ça, c'est une idée d'ancien temps. Les hommes, ils ont le droit de montrer leurs émotions. Les enfants
ont le droit de partager ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Parce que c'est mieux de partager que d'avoir un enfant qui commet le suicide. On aimerait que notre enfant vit, que notre enfant meure. Parce qu'à la fin de la journée, la majorité du temps, quand nos enfants nous parlent de suicide, c'est pas qu'ils veulent mourir, ils veulent juste que le problème arrête. Puis c'est important, comme nous, comme parents noirs, de leur écouter, de leur soutenir. Il y a aussi, chez nous, l'expression alternative. Alors, parfois, on démontre la colère, la violence ou la dépendance, remplaçant souvent la parole. Alors, parfois, nos enfants et même nous comme adultes, on ne veut pas montrer que que nous souffrons. Alors, parfois, on devient colérique parce qu'on n'est pas capable de gérer nos émotions. On devient violent parfois. Parfois, on tape nos enfants quand ils ne veulent pas écouter ou quand ils font des crises pour faire la discipline, mais pas pour leur faire mal. Et parfois, il y a certains parents qui deviennent dépendants ou des enfants, des adolescents qui deviennent dépendants sur la drogue, sur l'alcool, sur des comportements sexuels, etc. Alors, c'est très important d'avoir une ouverture ouverte et de parler de vos enfants de la santé mentale dès un jeune âge. Et quand je parle de santé mentale, vous n'avez pas besoin de parler de dépression, anxiété, mais juste de vous assurer de dire à vos enfants que c'est important de savoir comment bien vivre dans ce monde, bien vivre de façon pacifique, bien vivre de façon respectueuse et bien vivre de façon à apprendre à gérer notre stress. Parce que plusieurs enfants ne savent pas comment gérer leur stress. Et oui, les enfants vivent le stress. Parfois, nous, comme parents, on ne pense pas qu'ils vivent le stress, mais nos enfants nous voient à la maison, nos enfants nous entendent parler au téléphone avec notre parenté, avec nos amis, nos enfants voient nos problèmes économiques, nos enfants sont très intelligents, même si on essaie de les protéger. Alors, les facteurs influençant la santé mentale de l'enfant. Il y a plusieurs. Est-ce que vous avez des idées aux facteurs qui influencent la santé mentale des enfants? Alors, je vous demande et je vous donne la chance de parler. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la santé mentale de l'enfant. Je vais vous nommer quelques-uns. J'ai des citations que j'ai prises d'une d'un projet qui a été fait pour les enfants noirs, pour mieux comprendre la santé mentale, pour mieux outiller les parents à aider leurs enfants. Alors, une citation, c'est d'un jeune qui dit, il y a eu des moments où j'avais l'impression d'être méprisé. Je ne sais pas, ce n'était pas une expérience tellement positive pour moi, c'est un peu difficile pour moi d'en parler. Alors lui, il parlait de sa santé mentale, qu'il avait de la difficulté d'en parler avec sa famille, d'en parler à l'école, d'en parler avec ses amis. Parce qu'il avait peur d'être rejeté, il avait peur d'être méprisé, il avait peur d'un jugement. Mais vous savez, parfois quand on parle, on remarque que la personne avec qui on parle vit la même chose que nous. Puis en parlant à notre communauté, à nos amis, à notre famille, on remarque que nous tous, nous avons des soucis. Une autre citation, c'était d'un jeune qui s'appelle Sam de Toronto. Il dit, le fait de devoir constamment s'expliquer est très épuisant. La fragilité est activée et ils ne veulent pas reconnaître que le racisme systémique est une chose réelle. Puis ça, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'on est fatigué de nous exprimer. On est fatigué de nous faire comprendre. Nous sommes des êtres humains avec la peau noire. Oui, nous avons une culture qui peut-être est différente de la culture chinoise, la culture arabe, la culture blanche. Mais c'est le temps que les gens, la communauté nous écoutent parce que nous avons des besoins qui sont parfois uniques, qui ont rapport avec notre culture, notre vécu, notre façon de voir les choses. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai été diagnostiquée avec l'anxiété,
J'étais tannée de le répéter, de le répéter, de le répéter. Puis pas seulement répéter, mais d'expliquer c'était quoi que je ressentais, puis d'expliquer c'est quoi l'anxiété. Il y a aussi une autre citation qui est un facteur qui influence la santé mentale de l'enfant. C'est je n'ai pas apprécié le fait que les gens me mettent des mots dans la bouche. Alors souvent, quand, comme parent, vous allez voir le médecin avec votre enfant, vous allez à l'école, je ne sais pas, vous allez quelque part dans la société, puis vous essayez d'expliquer la problématique de votre enfant, les sentiments de votre enfant, puis la personne à qui vous vous adressez commence à mettre des mots dans votre bouche. Ça a un impact sur l'enfant, sur la santé mentale de l'enfant. Alors, c'est très important de donner l'opportunité à l'enfant de s'exprimer. Même nous, comme parents, c'est important de s'asseoir. Quand ton enfant vient te dire, maman, papa, j'ai besoin de te parler, je ne me sens pas bien, c'est important d'arrêter ce qu'on fait, puis d'écouter notre enfant, parce que cela peut faire une grande différence. Une autre citation, c'est depuis que j'ai commencé à me concentrer davantage sur la santé mentale, car j'ai réalisé que les organisations traditionnelles ne répondent pas à nos besoins, il y a beaucoup de suppositions quand il s'agit de nos enfants, des enfants qui peuvent se comporter mal parce qu'il y a un besoin. Quand il y a un enfant noir, ils ne font pas attention à ce qui se passe. Puis j'aimerais vraiment parler de cela, et ça c'est vrai. Parfois, euh, le comportement de l'enfant est jugé. Alors parfois, l'adulte ne comprend pas ce qui se passe avec l'enfant. L'adulte ne prend pas le temps de comprendre pourquoi l'enfant réagit d'une certaine façon. Oui, un enfant peut pleurer, oui, un enfant peut crier, oui, un enfant peut commencer à manger du papier ou manger beaucoup de nourriture ou pas manger de nourriture ou tirer ses cheveux. Mais il faut se poser des questions. Pourquoi l'enfant réagit de cette façon? Il faut poser des questions à l'enfant. Il faut demander de l'aide. Il faut demander à l'enfant de t'expliquer ce que l'enfant ressent. Et une des choses, quand on fait ceci, c'est être patient, de ne pas forcer l'enfant. Si l'enfant ne veut pas parler à ce moment, dites à l'enfant, je suis là pour toi. Quand tu es prêt, je serai là pour t'entendre et pour t'aider. Aussi, les facteurs qui influencent la santé mentale de l'enfant, c'est aussi les obstacles financiers. Alors, parfois, l'enfant ne veut pas causer plus de problèmes aux parents. L'enfant sait que peut-être les parents souffrent de façon financière parce qu'il y a beaucoup de programmes et beaucoup de... pour avoir un diagnostic psychologique, il faut payer. Et parfois, on n'a pas assez d'argent pour payer. Mais il y a aussi beaucoup de programmes que nous allons apprendre après euh, qui sont gratuits pour aider l'enfant. Il y a aussi l'obstacle de transport. Il y a plusieurs parents qui n'ont pas de voiture ou n'ont pas d'argent pour prendre l'autobus. Alors, ceci peut être un facteur qui influence la santé mentale de l'enfant. Alors, je ne peux pas emmener mon enfant à voir un thérapeute. Je ne peux pas emmener mon enfant à participer dans un groupe de thérapie. Donc, ceci peut être un facteur qui influence la santé mentale. Il y a aussi les médias sociaux. Avouons, même moi, nos enfants ont des téléphones, des iPads, des ordinateurs, des Xbox, des PS4. Alors, ils sont tellement influencés par la société que parfois ils ne savent pas c'est quoi le bien et le mal. Parfois, ils ne savent pas comment différencier leurs propres émotions, leurs propres sentiments avec ceux qu'ils voient à la télévision. Alors, c'est très important de reconnaître et de savoir ce que nos enfants regardent dans les médias sociaux, de leur dire que quand vous écoutez, quand vous regardez les choses sur les social médias, que ce n'est pas nécessairement la réalité. Alors, c'est très important parce que ceci a une grande influence chez nos enfants, surtout nos enfants noirs, qui parfois se comparent à d'autres enfants. Et puis, il y a aussi le manque de support de la famille. Et parfois, ce n'est pas notre faute, notre communauté noire. C'est que parce que on doit travailler. Qui est-ce qui va payer les factures si on ne travaille pas? Parfois, nous avons plus qu'un emploi. Parfois, nous avons deux, trois. Parfois, on doit prendre soin de nos parents malades. Puis, on n'a pas assez de temps pour être là, pour s'asseoir avec nos enfants.
mais on doit quand même faire un effort parce qu'à la fin de la journée, nos enfants n'ont pas demandé d'être créés. Nous les avons créés, nous les avons mis sur cette terre, alors c'est à nous de bien prendre soin d'eux. Puis les citations, je les pris, comme je vous ai dit, dans une étude de Pathways to Care Focus Group. Alors, on va parler d'un peu, on va faire comme la conclusion de ce que je viens de parler. Comme vous voyez, il y a des cercles ici. Il y a 3 cercles. Un cercle, c'est l'individu. Alors, c'est vous-même ou peut-être votre enfant. Alors, l'individu, la langue, la personnalité, les capacités cognitives, alors comment la personne pense, comment l'enfant pense, le comportement à risque, la motivation de l'enfant, les traumatismes de l'enfant. Ceci a un impact sur la santé mentale. Et même si l'enfant n'a pas vécu de traumatisme, comme communauté noire, comme enfant noir, c'est comme si c'est né dans notre génétique que nous avons souffert, qu'on ressent la souffrance de nos ancêtres. Alors, c'est dans nos sangs, dans nos veines. Alors, ceci peut avoir un impact sur la façon qu'on voit le monde, sur la façon qu'on interagit. Alors, le deuxième cercle de l'enfant qui est très important, c'est la famille. Puis ça, c'est vous. Alors, c'est la santé du parent. Parfois, le parent souffre de santé mentale aussi. Parfois, le parent est malade. Alors, c'est aussi le logement. Où est-ce que l'enfant habite? Est-ce que l'enfant habite dans une maison de foyer? Est-ce que l'enfant habite dans un endroit où il y a beaucoup de bruit? Ceci peut avoir aussi une influence sur la santé mentale de l'enfant. Aussi la structure. Est-ce que maman et papa se chicanent tout le temps? Est-ce que, il y a un divorce qui se passe? Puis les enfants voient les choses négatives qui se passent entre maman et papa. Il y a aussi la situation socio-économique peut causer du stress pour l'enfant. Comme je vous ai dit, les enfants sont intelligents. Ils savent ce qui se passe dans la vie. Puis encore, il y a l'environnement. L'environnement qui influence la santé mentale de l'enfant. Alors, ça peut être à l'école, ses amis. Ça peut être les activités sociales. Est-ce que l'enfant participe dans des activités? Et puis ça, c'est une des questions que moi je demande toujours. Est-ce que votre enfant participe dans des activités dans la communauté? Est-ce que vos enfants prennent des marches? Est-ce que vos enfants vont au parc? Est-ce que votre enfant fait des activités avec les parents? Ceci, ça c'est pour le bien-être. On avait parlé de santé mentale. Alors ça, c'est très important pour la santé mentale de l'enfant, qu'il y ait une belle communauté dans la famille, qu'il y ait une interaction dans la famille. Alors, les facteurs qui influencent la santé mentale de l'enfant, ça peut être biologique. Parfois, un parent qui est diagnostiqué avec la dépression, parfois, l'enfant peut aussi souffrir de dépression. Alors, c'est la génétique, nous n'avons aucune idée. Qui est-ce qui va être né avec cette dépression ou cette anxiété? Ça peut être une naissance prématurée qui cause un traumatisme chez l'enfant. Ça peut être des troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH. Par exemple, j'ai une cliente, elle a 7 ans, elle souffre du TDAH, puis ceci lui cause énormément de stress à l'école. Elle est noire, puis elle dit premièrement, elle est noire et elle pense que ses amis lui voit comme une personne déjà démunie, une personne déjà vulgaire, une personne toujours colérique. Puis elle-même, elle ne comprend pas pourquoi elle agit de cette façon. Puis elle me dit toujours, Madame, je suis une bonne personne, mais j'ai cette maladie invisible qui me cause à faire des choses qui me rend malheureuse. Il y a aussi le facteur familial. Alors, l'environnement, est-ce que c'est un environnement stable? Est-ce qu'il y a une qualité de communication? Est-ce que les parents parlent avec les enfants? Est-ce que le frère et sœur parlent? Puis, est-ce que c'est une communication positive et c'est pas une communication négative où on rabaisse l'enfant? Est-ce qu'il y a la violence? Est-ce qu'il y a la négligence? Est-ce qu'il y a une absence de violence? Une absence de négligence? Alors, l'environnement familial de l'enfant a un impact énorme sur la santé mentale, le bien-être de l'enfant. Il y a aussi le social, les pressions scolaires, l'harcèlement, la pauvreté, l'intimidation, l'accès à l'éducation qui a un impact. Et la culture, les normes sociaux, la stigmatisation des troubles mentaux. Ben, dans mon pays, on agit comme ça quand quelqu'un a un problème de troubles mentaux.
problèmes de santé mentale. À plusieurs reprises, il y a même des familles, et je ne vous juge pas, je ne juge personne, mais il y a même des familles qui ne sont pas capables de gérer la santé mentale de leur enfant, leur comportement, puis les envoient au pays. Puis parfois, quand l'enfant retourne au Canada, le problème n'est pas résolu parce que ce n'est pas un problème de gestion de comportement. Le comportement est une réaction à une difficulté que l'enfant vit. Alors, l'impact de la stigmatisation sur nos jeunes, les conséquences du silence. J'ai mis cette photo et j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour bien regarder cette photo et vous demander qu'est-ce que ça vous dit. Parce que pour moi, en regardant cette photo avec toutes les couleurs, je vois un enfant heureux, je vois un enfant triste, je vois un enfant colérique, je vois un enfant qui est joyeux, je vois le racisme, je vois l'intimidation, je vois mes ancêtres, je vois la communauté noire, je vois l'attachement de la communauté noire, je vois la défaite de la communauté noire. Alors, pour vous, qu'est-ce que cette image représente? Et la plus grande chose que cette image me présente, c'est le silence. Regardez les yeux. Nous avons peur de parler. Nous avons peur de réagir. Nous avons peur d'aller chercher de l'aide. Et demandez-vous au plus profond de vous, pourquoi est-ce que j'ai peur? Alors, nous avons parlé de nos peurs. Nous avons parlé de ce qui influence la communauté afro-caribéenne de ne pas aller chercher de l'aide, de ne pas bien comprendre les problèmes mentaux, la santé mentale. Ben, c'est très important de reconnaître les signes de détresse émotionnelle de nos enfants. Alors, les symptômes à surveiller de nos enfants, c'est changement de comportement. Est-ce que notre enfant dort bien? Est-ce que notre enfant mange bien? Est-ce que notre enfant est devenu colérique? Est-ce que notre enfant se ferme dans sa chambre? Est-ce que notre enfant ne se baigne pas? Porte les mêmes vêtements? Est-ce que notre enfant ne parle à personne? Est-ce que nos enfants cachent des objets? Alors, c'est très important de bien s'assurer de surveiller nos enfants pour voir s'il y a un changement de comportement. Parce que changement de comportement, ça nous apporte euh, des réponses. Alors, comme j'ai dit, est-ce que votre enfant a un trouble de sommeil ou d'alimentation? Parfois, les symptômes d'anxiété et de détresse. L'enfant dort trop, ou l'enfant est réveillé toute la nuit, ou l'enfant ne veut pas manger, ou l'enfant mange trop, ou l'enfant mange et vomit. Alors, ça peut devenir des problèmes d'alimentation comme l'anorexie, la boulimie. Puis aussi, reconnaître les signes de détresse, changement dans les performances scolaires. Alors, mon enfant qui recevait toujours des A, puis maintenant mon enfant reçoit des C. Posez-vous des questions. Parlez avec votre enfant. Parlez avec l'enseignante. Si l'enseignant ou l'enseignante vous écrit un courriel, répondez. Faites un appel. Envoyez un texto. Je ne sais pas. C'est très important de faire partie de la vie scolaire de votre enfant. Parce qu'en faisant partie comme communauté afro-caribéenne des performances scolaires de notre enfant, on peut reconnaître les besoins des enfants noirs. On peut parler des besoins. On peut faire une différence. On peut apporter un changement. Reconnaître les signes d'anxiété excessif ou peur irrationnelle. Est-ce que ton enfant a peur de sortir de la maison? Est-ce que ton enfant a peur de prendre l'autobus scolaire? Est-ce que ton enfant a peur d'aller dans un restaurant? Alors, c'est important de reconnaître ces signes. Puis, reconnaître le manque de motivation. Alors, les activités qui rendaient plaisir à votre enfant, est-ce qu'ils ont arrêté d'aller au parc? Ils ont arrêté de faire la lecture? Est-ce qu'ils ont arrêté de jouer avec leurs frères et sœurs? Alors, ces signes sont les signes les plus importants pour reconnaître la détresse émotionnelle chez votre enfant. Puis ici encore, j'ai ajouté 2 cases juste pour vous rappeler ce qui impacte la détresse émotionnelle de nos enfants, ce qui impacte notre jugement et notre peur de la communauté médicale. Alors, l'héritage culturel de la résilience et de l'autonomie. Alors, est-ce qu'on a grandi de façon qu'il faut être autonome, qu'il ne faut jamais demander de l'aide à personne, qu'on doit résoudre nos propres problèmes? Bien, nous sommes des êtres humains
et nous sommes des êtres sociaux, puis en réalité, nous ne pouvons pas toujours répondre à nos besoins seuls. Ça, c'est pourquoi nous avons des psychologues, nous avons des médecins, nous avons des dentistes, nous avons des gens qui travaillent à l'épicerie, nous avons des concierges. Alors, nous avons besoin des gens autour de nous pour nous soutenir, pour que puissions soutenir nos enfants. La peur du jugement. Je ne vais pas mentir, parfois même moi, comme professionnel, comme psychothérapeute, qui fait ce travail depuis 25 ans, parfois j'ai peur du jugement aussi. J'ai peur du jugement des parents, j'ai peur du jugement de l'enfant. Même quand je vais demander au médecin de l'aide pour mes enfants, parfois j'ai peur qu'elle me dise que, oh, ben Judith, tu n'as pas fait ton travail. Judith, comme parent, tu n'as pas reconnu les signes de détresse. Mais tu sais quoi? Je me suis dit, au revoir la peur. Parce que moi, je veux prendre soin de mon enfant. Moi, je veux que mon enfant réussisse. Moi, je veux que mon enfant soit heureux. Alors, cette peur n'a aucune place dans ma vie. Alors, je vous demande de mettre la peur à l'extérieur de votre maison, de votre corps. Il y a aussi la vision traditionnelle de la force que nos parents nous ont élevés. Vous êtes noir, il faut être fort. Vous êtes noir, il ne faut pas démontrer des faiblesses. Mais tu sais quoi? Démontrer la faiblesse, c'est un signe de résilience. Parce que c'est un signe que vous êtes capable de reconnaître qu'il y a un problème chez vous, qu'il y a un problème chez votre enfant. Puis ça, c'est très important. Il y a aussi le soutien psychologique. Alors, parfois, si vous voyez que votre enfant est en train de souffrir, vous pouvez aller sur l'Internet, faire des recherches. Vous pouvez parler avec vos amis. Vous pouvez parler à l'école. L'école a des soutiens. L'école a des travailleurs sociaux, des psychologues, des personnes, des intervenants qui travaillent avec nos enfants. Puis vous pouvez même demander s'il y a un professeur qui est noir, un psychologue qui est noir, un thérapeute qui est noir. Alors, vous pouvez aller chercher de l'aide dans des centres communautaires où il y a des programmes offerts juste pour les Noirs. Puis vous aussi, allez chercher du soutien professionnel. Mais comme je n'arrête pas de répéter, le rôle des parents, c'est le rôle le plus important, aider vos enfants. Alors, c'est important d'avoir une ouverture. C'est important d'avoir une conversation franche avec vos enfants. Ils vont avoir plus de respect avec vous. Ils vont pouvoir venir vous parler. Alors, tu n'es jamais seul dans cette lutte. Nous sommes jamais seuls. Alors, il y a un bol ici. Puis dans le bol, comme parents, nous avons besoin de remplir le bol de nos enfants, mais pas juste de nos enfants, mais de nous. Parce que si on ne remplit pas notre bol, on ne pourra pas aider nos enfants. Alors, il faut mettre de l'attention, montrer de l'attention à nos enfants, puis même pas juste nos enfants, mais d'autres enfants de la communauté noire, les enfants qu'on voit à l'extérieur, les amis de nos enfants. On peut mettre de l'amour dans leur bol, de l'encouragement positif. Bravo, tu as bien fait. Oh, je suis tellement fière de toi. Oh, je t'aime, mon bébé. Oh, tu es tellement beau. Puis, on leur démontre aussi qu'ils sont capables de réussir. Laisse-moi t'aider. Oh, tu as bien fait ceci. Puis, on veut sortir le stress, le rejet, la tension, la fatigue que nos enfants ressentent. On veut démontrer des règles claires à nos enfants. L'amour, l'affection, la réussite, leur aider à faire des choses qu'ils aiment. Quand ces besoins sont répondus dans le bol, quand les besoins sont remplis, ben ça leur permet de favoriser leur santé mentale et ça leur aide à mieux se développer. En tant que parent, il est important d'être patient pour pouvoir aider notre enfant. Alors, c'est important, comme je vous ai dit, à remplir notre bol, à prendre soin de nous, à trouver des moyens à gérer notre propre stress pour qu'on puisse aider notre enfant, puis qu'on puisse être des modèles pour nos enfants. Alors, 60% disent être plus susceptibles de chercher du soutien en santé mentale auprès des spécialistes de couleur noire. Alors, c'est vrai, parce qu'on pense, puis on se dit,
Mais ces spécialistes de couleur noire, eux, ils peuvent nous aider parce qu'ils peuvent nous comprendre. Ils comprennent notre langage, ils comprennent notre réalité, ils comprennent notre vécu. Puis oui, parfois c'est difficile à trouver un spécialiste de couleur noire, mais ce n'est pas impossible. Il y en a. Puis c'est juste à nous de faire des recherches, à en parler, à poser des questions. La santé mentale de nos enfants, c'est une priorité. En brisant les tabous, les stéréotypes, les stigmatisations, notre trauma, nous leur offrons un avenir plus sain et plus heureux. On les offre un avenir où ils n'ont pas peur de partager avec nous. Ils n'ont pas peur de partager avec la communauté parce que ceci va leur rendre puissants et ça va augmenter leur résilience. Alors, on a parlé un peu des outils pour soutenir la santé mentale de nos enfants afro-caribéens. Alors, c'est à nous comme parents de créer un environnement émotionnellement sûr. Alors, la première chose, c'est d'aider nos enfants à mieux connaître leurs émotions. Alors, d'apprendre c'est quoi la colère, c'est quoi la tristesse, c'est quoi la joie, c'est quoi la peur. Alors, c'est à nous vraiment de leur aider à reconnaître leurs émotions, puis de leur aider à bien démontrer cette émotion. C'est important de créer un environnement familial où on est capable d'aider nos enfants à bien démontrer ces émotions, où nous sommes capables de montrer à nos enfants comment montrer ses émotions et comment gérer ses émotions dans la communauté. Alors, c'est comme être disponible à nos enfants émotionnellement. Alors, prendre le temps d'être présent pour nos enfants. Parce qu'à la fin de la journée, ils nous ont besoin. De démontrer un attachement sécurisé. Alors, avoir un bon attachement avec ton enfant, prendre leur temps de leur montrer le positif chez eux, prendre le temps de faire des activités avec eux, un casse-tête, d'aller au parc, une marche. Maintenant, il commence à faire beau. Leur demander de planter des légumes avec vous, planter des plantes, faire des activités ensemble, aller pour une crème glacée. Alors, c'est de valider leurs émotions sans jugement. Je ne peux pas parler pour tous les Noirs, je peux juste parler des gens autour de moi et des gens avec qui j'ai fait de la thérapie. Puis ce que je remarque beaucoup, c'est pas juste avec notre communauté noire, puis avec les autres communautés, c'est parfois on juge. Et c'est pas parce que nous sommes méchants, c'est juste parfois, on a la difficulté à comprendre, à valider l'émotion de nos enfants. Parfois, quand notre enfant nous dit on a peur, on leur dit, ben, tu n'as rien à avoir peur. Ou notre enfant dit on est stressé, ben, pourquoi es-tu stressé? C'est moi qui paye les factures, c'est moi qui vais travailler, c'est moi qui vis ceci. Toi, tu n'as rien, tu dois juste aller à l'école, puis je te nourris, tu as un toit. Mais vous savez quoi, mes amis, les enfants souffrent parce que nous souffrons. Les enfants savent ce qui se passe dans la maison, savent ce qui se passe dans la communauté. Alors, eux aussi, ils ont le droit de vivre ce stress. Eux aussi ont le droit de démontrer leurs émotions. Puis c'est à nous de valider leurs émotions, d'avoir un regard positif envers nos enfants, de modaliser cette gestion de stress. Nous sommes l'exemple, alors c'est à nous de leur éduquer, de leur parler, puis d'observer. Puis aussi, un outil pour soutenir la santé mentale, que j'ai déjà parlé, c'est favoriser un climat de sécurité et de réconfort à la maison. Alors, d'avoir un attachement avec nos enfants, d'avoir euh, des conversations positives, de manger ensemble, de regarder un film ensemble si vous pouvez. On ne peut pas peut-être le faire chaque jour, mais peut-être de prendre une fois par semaine, de s'asseoir ensemble en famille, puis de parler. Puis de mettre en place des routines de soins personnels. Alors, non seulement de soins personnels pour nous, parce que n'oubliez pas les parents, nous aussi, si on n'a pas une bonne santé mentale, comment est-ce qu'on va aider notre enfant? Alors, peut-être prendre du temps pour nous, aller faire de l'exercice, lire un livre, aller en thérapie. Alors, c'est très important d'avoir une routine en place de soins personnels pour nos enfants. Alors, peut-être aller au parc avec les enfants, leur dire d'aller monter leur bicyclette, de lire un livre, de faire du bricolage. Alors, eux aussi, ils ont besoin
de savoir comment prendre soin d'eux-mêmes. Puis souvent, nous, cette communauté afro-caribéenne, on est toujours sur le go, 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 parce que nous sommes résilients, nous sommes forts, puis on veut réussir, on veut pas être jugé. On a besoin de prendre soin de nous-mêmes, puis on a besoin d'apprendre à nos enfants de prendre soin d'eux-mêmes. Parce que si on ne les apprend pas maintenant, dans le futur, ils ne sauront pas comment prendre soin de eux, puis ils vont vivre d'autres stress, d'autres problèmes de santé mentale. Alors, je vous donne quelques minutes à penser quel outil avez-vous déjà utilisé pour adresser la santé mentale de votre enfant? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Alors, je vous donne quelques minutes, vous pouvez y répondre ou vous pouvez réfléchir. Alors, moi, je peux partager un peu avec vous les outils que moi, j'ai déjà utilisés pour adresser la santé mentale de mes deux garçons. Euh, on a déjà été en thérapie. Mon fils de 17 ans, il avait un peu d'anxiété par rapport à son succès scolaire. Alors, ce que moi, j'ai décidé, c'est de le mettre en thérapie en groupe avec 4 autres enfants pour parler de son anxiété, pour l'outiller. Parce que parfois, comme parents, on veut aider nos enfants, mais on vit tellement de peine en leur regardant souffrir que on n'a pas ces outils. Puis une des choses aussi que j'ai fait, c'est que chaque soir, je prends le temps de parler avec mes enfants. On prie ensemble, on parle de nos soucis, on parle de notre journée, on parle des choses positives, puis on parle des choses négatives. Alors, il faut avoir une balance. Puis une chose aussi pour adresser la santé mentale de mes enfants, c'est parfois j'invite leurs amis ou je leur donne la permission de sortir avec leurs amis parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'une vie sociale. Puis j'ai trouvé que ceci a fonctionné pour moi. Mais ce qui n'a pas fonctionné pour moi, c'est de crier, euh, de dire des commentaires négatifs et de ne pas l'écouter. Alors, ceci n'a pas fonctionné pour moi. Puis je ne sais pas si ça fonctionne pour vous, mais plusieurs enfants me disent, quand les parents crient envers eux, ils n'écoutent pas. Alors, ça ne rentre pas dans leurs oreilles. Alors, nous, ça augmente notre tension sanguine, mais eux, ils s'en foutent. Alors, c'est mieux de prendre notre temps de leur parler. Si on se sent colérique, de prendre un recul puis de retourner après. Parce que être colérique, ça n'aboutit à rien. D'autres outils pour soutenir la santé mentale des enfants, c'est d'avoir une communication efficace. Alors, d'utiliser les bons mots, d'utiliser les mots euh, par rapport à la santé mentale, de ne pas avoir peur d'utiliser le mot anxiété, dépression, tristesse, la peur, le rejet. C'est très important d'avoir les bons mots pour mieux aider l'enfant, pour que l'enfant comprenne ce qui se passe. Alors, de pratiquer l'écoute active. Alors, d'arrêter de faire ce que vous faites pour écouter l'enfant. Parfois, on a tendance de cuisiner, puis l'enfant nous parle, puis on continue à cuisiner. Mais c'est très important de arrêter de faire la cuisine, arrêter de faire ton travail, arrêter de regarder la télé, puis écouter, donner ton attention à ton enfant. Parce qu'à la fin de la journée, comme je vous ai dit, nous sommes les modèles de nos enfants. Puis nous, on veut que quand ils grandissent, quand ils sont mariés, quand ils ont des enfants, que eux, ils sont capables de pratiquer cette écoute active, de valider les émotions de l'enfant sans minimiser ses émotions. Et parfois, quand l'enfant nous dit oh, je me sens anxieux, puis on dit ah, juste va prendre de l'eau puis continue ton travail. Oh, tu n'es pas anxieux, c'est à cause que tu as attendu à la dernière minute de faire ton travail. Mais tout ceci, ça ne valorise pas l'enfant. Ça le rend encore plus anxieux. Et posez des questions ouvertes pour encourager l'expression. Par exemple, posez à votre enfant, ben, je remarque que tu es un peu triste. Est-ce que tu veux en parler? Je remarque que ces jours-ci, tu ne parles pas avec tes amis. Est-ce que quelque chose s'est passé? Montrez à vos enfants que vous-même aussi, vous avez quand vous étiez jeune, vous avez vécu ces genres de émotions. Parce que parfois, les enfants, ils oublient que nous aussi, on était des enfants. Ils oublient que nous aussi, on a souffert certaines émotions. Que nous aussi, peut-être, nos parents nous ont crié après. Que peut-être, nous aussi, nos parents ont minimisé nos émotions, puis nous ont pas donné une écoute active. Alors, c'est très important que les enfants comprennent que nous, comme adultes,
On souffre de la même façon que eux, mais c'est juste à cause que nous sommes adultes, on doit le démontrer de différentes façons. Alors, avoir un soutien extérieur. Alors, que c'est correct de consulter un professionnel de santé mentale. Parfois, nous n'avons pas tous les réponses. C'est correct d'avoir les ressources communautaires disponibles pour les familles. Alors, c'est important d'avoir des ressources puis de faire des recherches parce que, comme j'ai dit avant, parfois, nous n'avons pas les réponses ou parfois, l'émotion de notre enfant, les problématiques de notre enfant viennent chercher nos propres traumas. Puis ça nous arrive souvent comme communauté noire, que notre enfant vit quelque chose, puis ça vient nous chercher. Comment changer notre mentalité comme communauté afro-caribéenne? J'aime cette citation. On ne peut parler de santé mentale au Canada sans aborder les obstacles systématiques auxquels les communautés noires sont confrontées chaque jour. Et ça, c'est vrai. Mais c'est à nous, comme communauté, d'en parler. C'est à nous d'éduquer à l'extérieur de notre communauté, à l'intérieur de notre communauté, les obstacles que nous vivons et ce qu'on peut faire pour adresser la santé mentale. Une fois, j'ai même fait un atelier, une formation dans une église pour une communauté noire. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont peur du mot. Ils ont peur du mot de santé mentale. Mais que plusieurs d'entre eux vivent des symptômes de troubles mentaux, mais ils ont peur parce qu'ils pensent que notre communauté vont leur juger. Même dans notre propre communauté noire, on juge. Mais il faut apprendre que c'est correct la santé mentale. Ce n'est pas la fin du monde, que nous avons tous nos soucis et que nous avons tous nos problèmes et qu'on le vit de différentes façons, mais c'est correct d'en parler. Parce que si notre communauté noire ne parle pas, comment penses-tu que le reste de la société va nous aider? C'est à nous de leur parler de notre vécu. C'est à nous de leur parler de ce qu'on a besoin pour qu'il y ait des changements. Et ça, c'est pourquoi je vous dis, ça commence à l'intérieur de la maison. Parlez avec vos enfants. Et avec vos enfants, ça va faire un changement. Il y a même des enfants avec qui je rencontre qui parlent de santé mentale, qui n'ont pas honte, qui disent, oh, mon ami a vécu ceci, puis moi, je leur ai dit que je vis ceci, puis j'ai dit à mon ami quoi faire. Alors, ça commence avec nous, ce changement. On ne peut pas attendre les autres à l'extérieur de la communauté noire de faire ce changement si nous-mêmes, on n'accepte pas ce changement de notre communauté. Alors, on peut le changer en éduquant, comme je vous ai dit. Alors, invitez des leaders religieux à parler de la santé mentale dans votre communauté, comme des pasteurs, des imams. Faire des campagnes avec des personnalités noires, comme les enfants, ils savent, Jay-Z, Lizzo, Stormy. Et puis ça, c'est des communautés noires, des artistes noirs qui parlent ouvertement de leurs problèmes de troubles mentaux. Puis c'est important que nos jeunes voient ceci et ont des modèles qui réussissent pour démontrer que avoir un trouble mental, c'est pas la fête du monde. Avoir un trouble mental, c'est juste une petite partie de qui tu es. Ça ne représente pas qui tu es. Comme par exemple, je peux utiliser moi-même qui est diagnostiqué avec l'anxiété dès un jeune âge. L'anxiété, ça fait juste une petite partie de Judith. Mais je suis une mère, je suis une professionnelle, je suis une éducatrice, je suis une sœur, je suis un enfant, je suis un pilier de changement. Alors, le trouble mental, de santé mentale qui vit chez moi, ça ne représente pas qui je suis. Puis je pense dans la communauté noire, une fois qu'on parle de santé mentale, on pense que tout de suite ça nous représente. Mais mes amis, c'est juste une petite partie de nous. Puis aussi, important d'avoir une thérapie culturellement adaptée. Alors, avoir des groupes de parole communautaires, comme il y a des programmes comme Therapy for Black Girls. Alors, c'est juste faire des recherches, de savoir qu'il y a des groupes qui représentent nos communautés. Il y a aussi des thérapeutes afro-descendants. Puis il y a un annuaire spécialisé pour les Noirs. Juste aller sur l'Internet, puis vous pouvez écrire annuaire spécialisé pour les Noirs. Puis vous allez voir beaucoup de Noirs qui font beaucoup de thérapie, qui font beaucoup de programmes.
Alors, c'est à nous de briser le silence. C'est à nous de parler de notre propre lutte pour normaliser le sujet. C'est à nous d'être des piliers de changement parce que personne d'autre peut le faire, juste nous. Il y a plusieurs initiatives pour améliorer la sensibilisation de la santé mentale de la communauté noire. Il y a des thérapies culturellement adaptées. Certains thérapeutes travaillent avec des approches intégrant les croyances spirituelles et les valeurs de la communauté. Alors, je vais vous mentionner tantôt, il y a certaines communautés, certaines ressources qui sont juste là pour la communauté noire parce qu'on comprend ce que vous avez vécu, ce qu'on vit. On comprend la langue, on comprend la façon que la société nous voit, on comprend notre trauma et parfois ça nous aide à mieux répondre aux besoins de nos enfants et de nous-mêmes. On a aussi les médias, les représentations positives. Il y a des personnalités comme Stacey Ann Buchanan qui parlent ouvertement de la santé mentale, qui parlent de la santé mentale des enfants noirs, qui aident à briser les tabous. Il y a des groupes de soutien communautaire. Il y a des organismes comme Black Parents of Toronto qui rentrent dans les écoles, qui rentrent dans notre communauté, qui sont des piliers qui nous aident à passer à travers certaines situations pour aider nos enfants et nous-mêmes. Il y a aide téléphonique pour les jeunes noirs. Il y a un numéro de téléphone que les jeunes peuvent appeler pour parler avec un thérapeute noir. Même les parents peuvent parler avec ce thérapeute noir pour savoir comment outiller nos enfants. Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est à vous de faire les recherches. C'est à vous de parler avec la communauté pour mieux savoir quels sont les outils qui peuvent nous aider, qui peuvent aider ma fille, qui peuvent aider mon fils, qui peuvent aider ma nièce, mon neveu, mon petit enfant. Mais le changement commence avec vous. Alors, il y a plusieurs ressources, comme je vous ai dit. Il y a la ressource de santé mentale Ontario. Alors, vous pouvez aller sur le site. Il y a tellement de formations sur ce site. Il y a tellement de ressources. Vous pouvez l'avoir en anglais et en français. Puis vos enfants reçoivent ces ressources à l'école parce que les enseignants sont mandatés à faire des activités de santé mentale avec vos enfants. Il y a le Centre francophone qui a ouvert un groupe, je crois, l'année dernière ou 2 ans de cela, qui s'appelle Espace Jeunesse, la vie noire. C'est un groupe juste pour les Noirs où les jeunes peuvent aller parler de leurs soucis, peuvent recevoir de l'aide. Puis c'est du lundi au vendredi. Il y a la communauté Toronto Community Crisis Service qui est en anglais, mais il y a des services communautaires comme le Taibou à Scarborough, communauté communautaire santé mentale à Scarborough. Vous pouvez appeler le 211, puis ça te donne des services. Comme personnellement, moi, j'ai déjà été à Taibou où j'ai assisté des services sur le diabète, j'ai assisté des services sur la santé mentale, j'ai même assisté un groupe où c'était des parents avec leurs enfants qui apprennent à cuisiner. Alors, Taibou, c'est un centre vraiment centré pour les Noirs. Puis, il y a tellement d'activités gratuites. Puis, il y a même des psychologues et des médecins, des thérapeutes gratuits. Il y a Kujenga Family Wellness. Eux, ils ont beaucoup de ressources. Eux, ils sont là pour la communauté noire, à donner des ressources à la communauté noire, à soutenir les parents, les enfants. Allez voir. Il y a Rights for Black and African Canadian Youth. Ce programme a des programmes pour notre communauté. Ils sont là pour nous soutenir. Il y a Tropicana Community Service à Toronto. Ils ont tellement de programmes gratuits pour les enfants. Ils ont des camps. Ils ont même des programmes où ils apprennent les enfants à jouer le tambour. Ils ont des programmes gratuits de santé mentale, des thérapeutes bilingues. Ils aident même les parents à leur soutenir. Il y a le centre de santé communautaire Black Creek qui est plutôt dans l'ouest de Toronto. Il y a DCHC, alors la communauté de Durham, service de santé mentale, en anglais Durham Community Health Services. Et puis ceci, c'est à Oshawa. Il y a un nouveau programme qui s'appelle Kiliki Ifarada,
qui est aussi associé à Kujenga Family Wellness, où moi, je travaille comme thérapeute. Et puis, c'est des ressources qui est ouvert depuis, ça fait 1 an, où il y a un médecin noir qui vient, je pense, 3 fois par semaine pour la communauté noire. Alors, c'est un walk-in où vous pouvez aller parler à ce médecin, consulter vous et vos enfants. Et puis, il va répondre à vos besoins, il va faire des analyses, etc. Puis, avec ce programme de DCHC, Kiliki Ifarada, c'est associé avec ma compagnie et mes collègues qui s'appelle Vraie Santé et Bien-être. Alors, le médecin vous voit, puis le médecin, si vous avez des problèmes de santé mentale, vous envoie vers nous, les thérapeutes, puis nous sommes là, en virtuel ou en personne, à répondre à vos besoins. Puis c'est gratuit. La communauté Afirada vous offre 5 sessions gratuites, vous offre aux enfants 5 sessions gratuites de santé mentale et nous sommes bilingues. Alors, on peut rendre ce service en virtuel ou en personne. Puis c'est offert à la communauté à Oshawa, mais c'est offert aussi à la communauté à Scarborough, la communauté francophone, la communauté noire. Alors, nous avons ce service pour notre communauté noire et puis c'est gratuit. Alors, je vous dis merci. J'espère que nous avons quand même 30 minutes pour faire des échanges, pour parler de votre vécu ou même si vous avez des ressources. Puis j'aimerais encore vous dire que nous avons des soutiens. Puis je peux juste parler de mon soutien, comme je viens de vous dire, qui travaille avec le DCHC Afarada et Kiliki. Alors, nous sommes une compagnie vraie de santé mentale et de bien-être où nous offrons aux enfants jusqu'aux adultes la thérapie. Puis nous travaillons avec votre système financier et puis nous sommes toujours disponibles pour vous en personne et en virtuel. Alors, je vous dis infiniment merci d'avoir assisté à cet atelier, cette formation. Puis j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Mais ce que j'espère, c'est que ça vous a donné la chance de réfléchir, à savoir que nous sommes forts, nous sommes résilients comme communauté. Puis c'est à nous de faire ce changement. Personne d'autre peut le faire. Puis c'est à nous d'être ouverts à parler d'être résilient et de ne pas avoir peur à chercher de l'aide. Merci infiniment. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Is there any questions? Can you hear me? Yes, I can. Okay, good. I just wanted to say thank you. Um, and we'll maybe wait another minute or so to see if there's any questions. OK. Alors, si vous avez des questions, je peux rester ici de 5 à 10 minutes. N'ayez pas peur de poser vos questions, d'écrire les questions sur le chat. Oh, Nicole, you didn't see any of my slides? I didn't see any of your slides. Oh, no, I'm really sorry about that. I thought I pressed shared. No worries, no Oh, worries. I will send them to you, and maybe if you want, you could send them to them. Okay, that would be great. I will do Oui. that. Je Thank you. m'excuse infiniment. Je croyais que j'ai pesé le partage. Je suis pas bonne avec la technologie, mais je vais envoyer, partager mon PowerPoint avec vous. And because I was on the PowerPoint, Nicole, I could not see that you sent me the message. I figured too, but I know. My apologies. Jeez, No, no it's worries. mine also. No worries. So if we have no other questions, I will send out, as you said, the PowerPoint once I receive it. And thank you Okay. again for a great presentation. Hopefully we can do this again soon. Thank you. Yes. Thank you very much, everyone. Thank you, Nicole. Thank you. Have a good Thank night. You you. too. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.